c'est une joie pour moi de vous retrouver pour cette très belle émission que je vous propose et j'espère qu'elle va vous instruire sur la mort de Claude François. Bienvenue, nous avons déjà dépassé les 100 épisodes. Et tout n'est pas encore complètement dit. Aujourd'hui, source d'information, Jacques Harvey, ce n'est pas rien. Le 11 mars 1978, il s'est passé quelque chose à l'intérieur du domicile qui a été écrit dans le livre de Jacques Harvey dont je publierai par scan l'information à la fin de ce documentaire sur sa mort. Titre de l'émission un peu racoleur, il a voulu mourir. Je précise que c'est mon vrai visage, il n'y a pas d'imagerie 4D dans mon visage. Et oui, puisque ma chaîne produit de l'imagerie 4D, c'était à préciser. Mais vous vous connectez, cela vous intéresse. On parle quand même d'un sujet passionnant, mais en même temps assez brûlant, la mort de Claude François. Jacques Harvey, il savait quelque chose sur sa mort, qu'il a un peu codifié dans son livre, sans vouloir révéler totalement l'intégralité de ce qu'il savait, détail par détail. C'est pour ça que je vais le faire à sa place, puisqu'évidemment, l'information qu'il donne était déjà plus ou moins connue, mais lui donne beaucoup plus de détails, même si ça tient en une seule phrase seulement. Le 11 mars 1978, Claude, aïe 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 aïe, revient de Suisse. Et je dis à Marie-Thérèse, quand tu le raccompagnes à son domicile, et je te tutoie, Claude va, à un moment donné, se reposer, s'endormir un petit moment, quelques heures. Puis il se réveille. Déjà 3 jours qu'il était absent et il avait besoin de lire son courrier. On sait qu'il a ouvert quelques lettres ce jour-là, c'est-à-dire son courrier de mercredi, jeudi et vendredi, le courrier qui est arrivé à Paris. Et on sait que ce courrier donc a été volé par son entourage. Mais ce que vous ne savez pas, c'est le contenu de ce courrier qui est très secret. Tout d'abord, Claude a reçu une menace qui est, on va dire, comparable à un huissier de justice. Il avait très peu de temps devant lui pour payer certaines dettes. Sinon, après, les huissiers viennent chez vous. Et qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils notent. Et une fois qu'ils ont noté vos biens, vous n'avez plus le droit de les vendre. C'est la loi. Claude s'inquiète. Il téléphone à Alain-Dominique Perrin le 11 mars 1978. On ne sait pas si c'est lui qui l'a eu au téléphone, mais il explique qu'il veut continuer sa tournée d'été 1978. Il voudrait même la faire. Petit problème, il n'a pas le budget, il n'a pas d'argent, mais il veut la faire, il désire chanter. Il se propose un rendez-vous pour le 13 mars 1978 dans ses bureaux du 122. Il propose alors d'avoir une réunion extraordinaire pour vendre une partie de ses biens, ou peut-être même il parle de la totalité de ses biens, c'est-à-dire y compris son moulin. Mais pourquoi donc? Eh bien, on doit savoir que si un huissier vient dans son moulin, et que l'huissier note le moulin, vous ne pouvez plus le vendre. C'est la loi, puisque l'État peut se rembourser sur la valeur de la propriété. Ainsi, Claude a très peu de temps devant lui. On doit faire très vite. Si vite en fait qu'on ne doit évidemment pas trop attendre. Dans tous les cas, on ne peut pas attendre 6 mois. Ça serait déjà trop tard. L'important est de pouvoir immédiatement proposer la vente. Pourquoi pas le moulin, mais en tous les cas, il dit je veux tout vendre. Ça veut dire je veux tout vendre avant que tout soit noté par les huissiers. Parce qu'une fois que les huissiers vont noter ce qu'appartient à Claude François, il ne peut plus rien vendre. C'est la loi. Ainsi, ce samedi 11 mars, Claude découvre son courrier. Il était absent depuis 3 jours, il était en Suisse et il ne s'attendait pas à des mauvaises nouvelles sur son bureau. Le courrier qu'il reçoit est volé par son entourage pour éviter qu'on puisse faire un parallèle entre sa mort et son courrier. Claude est un petit peu déprimé ce jour-là.
Il téléphone, je pense que c'est bien Alain-Dominique Perrin, ou du moins son associé, une personne autour, et puis il explique, voilà, on vend tout, je continue de chanter, cet été, donc je fais ma tournée avec mes Claudettes, c'est la dernière tournée, on doit le préciser, puisque Claude avait abandonné sa carrière, il avait annoncé dans une petite coupure de presse que c'était la dernière tournée quoi qu'il arrive, je parle en France, et qu'il n'avait pas de façon de possibilité de continuer plus longtemps, c'est une question de budget et d'argent, puisqu'il perdait de l'argent dans les tournées. Alain-Dominique Perrin n'était pas d'accord. Pour lui, on devait faire une suppression de personnel. Et puis aussi que Claude arrête ses tournées au moins 2 ou 3 ans pour renflouer les caisses. Mais le moins qu'on puisse dire, je le dis à Marie-Thérèse, ton futur mari Alain-Dominique Perrin, question suppression de personnel, il a été impeccable le 11 mars. Puisque tout le monde s'est retrouvé au chômage, et pratiquement les Claudettes, elles ont tenu 2 ans de plus. Mais il a viré tout le monde, puisque plus personne ne pouvait travailler dans l'entreprise de Côte-François, puisqu'il était mort. Alors là, suppression de personnel, là on peut dire que, excusez-moi de faire un peu d'humour, suppression, on peut dire que oui, alors là, il n'y avait plus personne qui bossait pour lui, il était mort. Marie-Thérèse, évidemment, n'est pas informée de ces lettres-là, parce que quand elle arrive à 2h30 du matin, elle dépose Claude, c'est elle qui a été le chercher à l'aéroport, c'est elle qui a conduit la voiture, elle explique, elle aide à porter quelques bagages, puis, selon elle, elle retourne chez elle pour dormir la nuit, bien qu'elle aurait pu dormir sur place, pourquoi pas? Surtout que Claude a de la place dans son duplex. Tout en haut de l'immeuble, il y a quand même 2 étages en duplex. Il a quand même assez de place pour la loger. Pourquoi lui proposer à 2h30 du matin de rentrer comme ça en pleine nuit? Peut-être parce que la voiture de Thérèse est pas garée au bon endroit. Et que c'est mieux pour elle quand même de déplacer sa voiture vers son lieu d'habitation. Ce qui me paraît le plus logique possible. C'était des mauvaises nouvelles. Le courrier était sur son bureau, 3 jours qu'il était absent, et puis comme il était en Suisse, il n'avait pas consulté son courrier, ni jeudi, ni vendredi, ni même le mercredi, précédant sa mort, bien sûr. C'était le moment de lire ce courrier. Kathleen explique qu'il s'est réveillé vers 13h, mais nous savons par ce DVD qu'à 12h15, maximum 12h20, il ouvre sa porte à Marie-Thérèse, et qu'il était réveillé 40 minutes avant l'heure officielle de 13h. Kathleen parlera de cette heure partout, dans les coupures de presse, dans les journaux. Elle a même été filmée, même Fabien Lecoeuf va reprendre scrupuleusement cette heure dans l'agenda de Côte-François où il dit qu'il s'est réveillé à 13h. Pas si vrai qu'il était réveillé à 13h, quand à 12h20 il ouvre sa porte à Thérèse. Pas si vrai. Et d'ailleurs a-t-il beaucoup dormi cette nuit-là? Mais il a consulté son courrier. Mais alors pourquoi ce titre racoleur? Il a voulu mourir. Parce que Jacques Harvey sait quelque chose sur la mort de Claude, qui apparaît dans une phrase dans son livre, il n'a pas voulu la développer. Cette phrase d'ailleurs, elle n'a pas été développée parce qu'elle n'existe pas dans des coupures de presse, elle n'existe pas dans des livres, elle ne figure que dans les secrets de la mort de Côte-François divulgués par Jacques Harvey, ce qui explique qu'il n'y a que ce livre qui est informé, mais ce livre s'appuie aussi sur les informations de base, où Kathleen s'était confiée sur le fait qu'elle avait effectué un premier massage cardiaque. On nous dit que Côte-François s'est électrocuté. C'est ce qu'on nous dit, mais on doit être prudent, puisque Kathleen va piquer une crise de folie, de nerfs, d'hurlements, de cris, de pleurs. Thérèse, elle dira, je ne savais plus comment gérer la situation, j'avais l'impression qu'elle étouffait Côte-François, j'ai pris sa main, je l'ai donc tiré vers moi, elle a forcé à venir à la cuisine. Puis je l'ai enfermée dans la cuisine, explique-t-elle. Et dans cette cuisine, elle fait une étrange confidence qui n'a jamais été révélée à la police. Kathleen explique que son frère s'est électrocuté dans les mêmes circonstances exactes que Côte-François. Alors on pourrait se dire, Thérèse a dû dire, surtout ne dites pas ça à la police, ça va faire louche. Non, non, Thérèse n'a jamais dit ne parlez pas de ça à la police. Non, non. Au contraire, l'idée elle est là. L'idée elle est là que finalement, puisqu'elle a un frère qui s'est électrocuté tout nu dans une salle de bain et qu'il a vu lui aussi quelque chose bouger tout seul, pourquoi ne pas attribuer à Côte-François la même électrocution identique? L'idée, elle est là. Pourquoi? Parce qu'en réalité,
Claude François, ce jour-là, c'est le titre de l'émission, il a voulu mourir. Il a voulu mourir. Dans cette version, on doit quand même l'évoquer, on vous parle d'un suicide du chanteur. Qu'il s'est emparé de diverses boîtes de médicaments, a tout avalé pour mourir. On vous parle d'un suicide. Et pas d'une électrocution dans une salle de bain. Ce suicide, Claude le fait, désespéré par les huissiers de justice, désespéré par la peur de la prison, désespéré par le risque de perdre tous ses biens, par les menaces incessantes qu'il recevait, il décide de mettre fin à ses jours. Kathleen alors sait la vérité. Elle sait la vérité. Claude ne s'est pas électrocuté, il s'est suicidé, et il l'a fait ouvertement devant elle. Il n'a jamais caché son suicide. Elle sait la vérité. Alors que s'est-il passé? Jacques Harvey nous en touche un mot. Et moi je vous explique en détail par rapport à tout ce qui s'est passé et les autres informations. Kathleen se précipite vers Claude. Non, il n'a pas eu d'électrocution, il s'est suicidé dans la vraie version. Et d'ailleurs, c'était un peu évoqué dans la lettre retrouvée, la lettre de suicide dont on a fait une émission. Mais je précise quand même, ne vous suicidez pas. Parce que cette émission développe ce sujet. On ne vous dit pas que c'est la réponse finale. Ne faites pas de bêtises. On sait qu'il y a des gens qui sont suicidaires. Ne faites jamais ça, ça ne peut pas résoudre vos problèmes. Le suicide ne peut rien résoudre. Mais ce jour-là, un peu à bout de souffle, pas si jeune que ça, quand même il était âgé, Claude, il craque devant une lettre d'huissier, une lettre de menace supplémentaire et le risque de perdre tous ses biens. Il essaye, il lutte. Il a encore un peu d'espoir, il téléphone. En principe, c'est Alain-Dominique Perrin qui a pris le téléphone ou quelqu'un, et il explique qu'on va tout vendre, vite, on va tout vendre. Hein. Eh oui, le bateau brûle, on doit tout vendre. Avant que les huissiers notent tout, on doit tout vendre, il y a urgence. Rendez-vous lundi, on vend tout. Pourquoi laisser à ces huissiers la part de travail et d'héritage qui revient aux enfants de Claude François? Bien que les lettres d'huissier à cette époque-là ne sont pas aussi expéditives qu'aujourd'hui. On avait beaucoup plus de délais à cette époque-là. Aujourd'hui, les délais ont été raccourcis parce que les gens ne payent pas. Claude donc part dans sa salle de bain, prend des médicaments, en avale une grande quantité et il met fin à ses jours avec un type de médicament qui ralentit le cœur et même le stoppe. Ce qui explique le cœur faible. Quand le pompier arrive, il explique que le cœur était faible. C'est donc le contraire d'une électrocution. Car une électrocution, le cœur part à 200 ou 300 pulsations. Généralement, c'est 220, 230. Parfois, ça peut aller plus loin. Et comme ça pendant 15-20 minutes. Parfois même 1 heure, 2 heures. Certains types d'électrocution, les gens ont des cœurs qui battent à plus de 200 pendant 3 heures. Vous allez me dire, c'est possible? Oui, 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 oui. Le cœur ne s'arrête pas. Il y a des médecins qui vous le diront, le cœur est très résistant. Surtout quand c'est un cœur qui est entraîné au sport. Et Claude faisait beaucoup de sport. Après donc cette tentative de suicide, dont il avait écrit une lettre ce jour-là, regardez cette émission, la lettre de suicide, et je vous rappelle surtout de ne pas commettre ce genre de choses. Le suicide n'est pas une bonne chose, mais je devais en parler parce que Jacques Harvey a ouvert la source d'information là-dessus. Claude s'est suicidé, Marie-Thérèse le savait. Kathleen le savait. Kathleen, elle en savait même beaucoup plus que Marie-Thérèse sur le suicide de Claude François, parce qu'en réalité, voilà exactement ce qui s'est passé, et Jacques Harvey nous le dit dans sa source d'information. Il le dit clairement, mais en même temps, il ne développe pas. Il le dit, mais il ne développe pas. Et ici, on va développer tout ça. 11 mars 1978, reconstitution de sa mort. Claude ouvre sa porte à Marie-Thérèse. Elle était présente, en tous les cas, c'est ce qu'elle dit, on lui fait confiance. Claude a des mauvaises nouvelles, il a reçu des lettres de menaces, il téléphone à Alain-Dominique Perrin, il explique qu'on doit vite tout vendre pour le lundi, sinon le bateau brûle, excusez-moi l'expression. Une fois que les huissiers vont tout noter, plus rien ne lui appartient, même pas son moulin. Même pas son moulin. Une fois que les huissiers notent le moulin, c'est terminé, il ne vous appartient plus. On considère qu'il est déjà saisi en réalité. Et on vous laisse quelques jours de délai pour tout payer avant de vous le saisir. Mais le bien est déjà saisi, c'est ça la vraie loi française. C'est pour ça que les huissiers viennent chez vous et notent tous vos biens. Quand ils font cela, cela veut dire que vos biens ne vous appartiennent plus. Ils ont été notés, c'est terminé. Et il vous reste une solution,
c'est déménager en pleine nuit et vous tirer et puis pas donner d'adresse. Alors là, vos biens, vous allez pouvoir les conserver parce que les huissiers ne peuvent pas malheureusement faire de recherche, sauf en cas de crime. Donc vous pouvez échapper à toutes sortes de procédures si vous savez ça. Et la police ne vous cherchera pas, sauf en cas de crime. C'est bon à savoir hein, si vous avez des problèmes. Et qui n'en a pas dans une société comme ça? Claude craque le 11 mars 1978 devant une lettre de relance d'huissier de justice où il a peu de temps avant que tous ses biens soient notés. Il a tellement peu de temps, tellement très peu de temps qu'il s'affole. Téléphone à Alain-Dominique Perrin et à quelqu'un au téléphone qui, à mon avis, c'est lui ou une personne autour de lui. Et il explique, bon, on se voit lundi, on doit tout vendre. Hein. J'ai pris la décision, on vend tout. Pourquoi il voulait tout vendre? Parce que, comme je l'explique, si jamais un huissier note le moulin, note un costume, note un micro, note un disque vinyle qui est chez Claude, ou même note ses meubles, c'est fini. Une fois que c'est noté, c'est saisi. Pas saisi immédiatement, puisqu'on vous laisse un délai de paiement. Mais passé ce délai de paiement, vos biens sont saisis pour de vrai. Une fois qu'un huissier entre chez vous, qu'il a noté vos biens, c'est terminé. Ils sont déjà pratiquement saisis. C'est bien l'inquiétude. Claude a cette inquiétude le 11 mars, ils vont venir. Ils vont venir. Et d'ailleurs, on précise qu'après sa mort, ils sont venus très rapidement. On parle de quelques semaines. Ce qui les a ralentis un petit peu, je répète, ce qui les a ralentis un petit peu, ces huissiers, c'est l'annonce soudaine de sa mort, qui a lancé une procédure de tribunal et qui a bloqué l'exécution, car la procédure du tribunal liée à sa mort a bloqué l'exécution rapide des huissiers de justice. Ainsi, ils vont devoir attendre 1980 pour saisir quelque chose. Et je le dis à Marie-Thérèse, ton futur mari de cette époque n'a pas du tout redressé les biens de Claude, puisqu'il a dû vendre son moulin. Il a servi à rien. Mais disons que peut-être quand même il a servi, puisqu'il a permis malgré tout de redresser après les biens autrement, puisqu'on sait que François Junior a quand même... voilà, il s'en est bien sorti dans l'affaire, lui et son petit frère. Mais quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse, c'est ce courrier. Ce courrier, étrangement, disparaît de son domicile. Quelqu'un le vole. Quelqu'un ne désire pas que la police découvre ces lettres de menace. Lettres d'huissier, comme souvent il en reçoit. Mais là, depuis 3 jours, il n'était pas à son domicile. Claude revenait de Suisse et, au bout de 3 jours, découvre ce courrier sur son bureau. Il avait en effet quelqu'un qui avait les doubles des clés de son appartement et qui apportait le courrier et le déposait sur le bureau de Claude. Claude avait confié ses clés à beaucoup de gens, Kathleen, Marie-Thérèse et même une fan. Une fan, une admiratrice, avait ses clés. Et un jour, un associé de Claude François découvre cette fille dans l'appartement. Et il tente de la virer. Et il la violente même, il la frappe. Et il la vire de force. Et elle explique que Claude lui a donné le double de ses clés. Mais lui, il explique que non. Elle a pris un serrurier, elle a fait faire un double. C'était faux. Claude avait vraiment donné les doubles de ses clés de son appartement à une admiratrice. En colère, Claude apprend qu'elle s'est fait frapper et gifler. Oui, il donnait ses clés à beaucoup de gens. Des garçons, des filles. Beaucoup de gens avaient les clés de l'appartement de Claude. Il avait peur de la solitude. Oh, il était possible d'entrer à 3 heures du matin et puis discrètement de le voir dormir dans son lit, sans même qu'il se réveille. Vous allez dire, ah bon? Oui. On pouvait ouvrir sa porte si on avait le double. On pouvait, comme ça, se faufiler avec 2-3 personnes et dire aux filles, regardez, Claude dort, faites pas de bruit, il va se réveiller. On pouvait le faire, aucun problème. Et je crois qu'il aimait un peu ça, finalement, que les gens l'espionnent et même le regardent dormir la nuit. Car c'est bien ça le personnage. Il aimait être entouré, même dans son sommeil. Ce 11 mars 1978, les lettres d'huissier et de menaces sont volées par quelqu'un. Claude se rend dans cette version. Je vous signale que c'est une version de sa mort. Écoutez quand même toutes les émissions et ne restez pas fixé sur cette version, ça serait une erreur de votre part. Surtout que dans les démentis de Thérèse, Claude François n'est pas mort. Tout n'est qu'une mise en scène. Mais dans cette version, on doit l'évoquer parce qu'elle existe à travers divers articles de presse. Oui, Kathleen, ce jour-là,
va du côté non pas de la salle de bain mais de la chambre. Elle était dans la chambre et pas dans la salle de bain. Et dans la chambre, Claude a eu un malaise lié à des médicaments qu'il a pris pour se suicider. Il est parti dans sa salle de bain, a avalé toutes sortes de médicaments très dangereux qui ralentissent le cœur. Il met fin à ses jours. Il se suicide. Kathleen se retrouve dans l'embarras. Elle pense qu'on peut encore le sauver malgré tous ces médicaments qu'il a pris. C'est à ce moment-là qu'elle s'approche près de lui et commence un massage cardiaque. Puis elle prend son oxygène, elle respire très très fort, elle essaye d'emmagasiner de l'oxygène dans ses poumons. Puis elle ouvre la bouche de Claude et se prépare à injecter de l'air. Quand soudain, Claude François, qui n'a pas entièrement perdu connaissance, la rejette. Il ne veut pas qu'elle l'aide. Il la rejette. Kathleen s'inquiète, il ne veut pas recevoir d'oxygène, il est en train de mourir. Et elle insiste. Elle reprend une bouffée d'air et essaye d'approcher ses lèvres pour lui injecter de l'air. Mais Claude François, il veut mourir ce jour-là. Il va alors serrer sa bouche violemment, comme ça, et Kathleen ne pouvait pas ouvrir sa bouche. Il refusait catégoriquement que Kathleen entre son oxygène dans ses poumons pour lui sauver la vie. Cette source est réelle, elle est attestée par Jacques Harvey. Jacques Harvey, c'était un grand ami de Claude François. Il est le seul qui, dans ce livre, a révélé cette source d'information très précieuse. Oui, Claude, il a voulu mourir ce jour-là. Il n'a pas voulu que Kathleen la sauve. Nous allons voir cette source d'information et puis entendre ma conclusion. Page sur votre droite. Dernière colonne. Et lorsqu'au fait de la gloire, la mort vint le frapper, ce fut la bouche de Kathleen qui tenta une dernière fois de lui communiquer le souffle de l'amour et celui de la vie. L'amour fait parfois des miracles. Hélas, ce jour-là, il refusa d'en faire. Il a refusé son bouche à bouche, c'est très important de le dire, il a refusé qu'elle le sauve, il a refusé son oxygène. Voilà pourquoi Kathleen a piqué une crise de folie, une crise de nerfs dans cet appartement, et je m'adresse à toi, Marie-Thérèse, voilà pourquoi elle était survoltée, parce qu'elle a tenté de le sauver, de lui envoyer de l'oxygène dans les poumons, mais c'est lui qui a voulu mourir. À bientôt pour la prochaine émission.